Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Dev Café. J'espère en tout cas que votre week-end s'est bien passé. Une chose est sûre, il y a beaucoup d'actu à rattraper aujourd'hui avec du Twitter, de l'Android, du Chrome OS et même de l'iOS. Bref, normalement des sujets qui devraient vous intéresser. Mais avant de commencer, ce vendredi, il y a la conférence Flutter Heroes à Turin. Et si vous n'avez pas prévu votre billet, c'est pas grave, car la conférence, elle sera aussi proposée en version hybride. Et là-dessus, j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous, puisque j'ai reçu des tickets à vous faire gagner. Pour y participer, c'est exactement comme d'habitude, ça se fait par Twitter, et je vous ai mis le lien dans les commentaires pour y participer. Du coup, je vous souhaite bon courage à tous, sachant que je ferai le tirage mercredi soir. Et maintenant que tout cela vous est expliqué, on peut commencer l'épisode de Dev Café. On commence par une information importante si vous êtes sur Twitter, puisque l'authentification en 2 étapes par SMS est désormais réservée au compte Twitter Blue, c'est-à-dire au compte payant. Ça veut dire qu'en l'état, si vous l'utilisiez, votre compte il n'est plus protégé que par un simple mot de passe. Et c'est d'autant plus grave que Twitter a fait l'objet de plein de vulnérabilités, et pour peu que vous utilisiez ce mot de passe ailleurs, votre compte est vraiment en danger. Alors bon, rien d'alarmiste pour autant, car vous pouvez utiliser des applications d'authentification à la place, comme Google Authenticator. Par contre, mon conseil du jour, faites-le rapidement, car en l'état, n'importe qui pourrait accéder à votre compte. Avant qu'on s'intéresse davantage aux nouveautés sur le mobile, en Europe, il y a le Digital Services Act qui commence à se mettre en place, et les plateformes avaient jusqu'à vendredi dernier pour indiquer leur nombre d'utilisateurs actifs mensuels, pour savoir si justement le DSA s'appliquait à elles. Car pour rappel, tous les services de plus de 45 millions d'utilisateurs uniques mensuels sont considérés comme des Very Large Online Platforms, ou VLOP, ça fait pas un très bel acronyme d'ailleurs. Et plusieurs plateformes ont ainsi publié leurs chiffres, comme le groupe Meta ou les différents services de chez Google, mais chez Apple c'est le strict minimum, car ils ont simplement indiqué qu'ils dépassaient les 45 millions d'utilisateurs sur l'App Store, sans toutefois préciser le chiffre précis. D'ailleurs, ça exclut le Mac App Store ou encore l'App Store version iPad, et d'ailleurs c'est assez étonnant car quand on le compare aux 275 millions d'utilisateurs de Google Play, ça fait quand même un gouffre. Maintenant que ces plateformes se sont déclarées, vous allez me dire, mais que permet ce DSA ? Toutes les plateformes devront faciliter l'accès à des outils pour signaler du contenu illicite, ou encore atténuer les risques autour de la désinformation. Finalement, le DSA, si j'exagère un tout petit peu, c'est pour un Internet meilleur. Mais le Digital Market Act, lui, il est très attendu avec notamment l'ouverture des boutiques d'applications tierces. Après le DSA, le DMA, voici la CMA, c'est-à-dire l'autorité de régulation anglaise qui s'intéresse en ce moment à Apple, et la semaine dernière je vous avais cité quelques passages des conclusions où Apple répondait que se conformer aux demandes reviendrait à transformer iOS en Android. Sauf que The Register a un peu plus fouiné dans les documents émis par la CMA, et ils ont découvert qu'il y aurait une entente entre Apple et Google sur iOS. Et là-dessus, vous allez me dire, on le sait déjà parce que c'est de notoriété publique que Google paie pour être le moteur de recherche par défaut. Mais l'information ici, c'est qu'il semblerait que la version de Chrome sur iOS partage aussi une partie des revenus avec Apple. En effet, si on regarde bien, Microsoft a un concurrent au moteur de recherche de Google, mais pas Apple, ce qui est quand même plutôt étonnant quand on sait qu'ils ont pourtant en créé un avec la cartographie. Et selon la CMA, ça pourrait provenir du deal qui concerne aussi Chrome. Alors rien n'est dit explicitement dans le rapport de la CMA, mais si vous voyez les extraits que je vous montre, à chaque fois qu'il y a des croix, faites l'exercice de remplacer par Chrome, et tout ça fait tout à coup sens. On apprend ainsi que Google reverse une partie des revenus issus de la recherche sur Safari, mais aussi de Chrome sur iOS, car en 2021, Google reversait tout de même 15 milliards de dollars sans toutefois qu'on sache vraiment pourquoi. Alors bon, ça ne change rien pour nous en tant que tel, mais quand même, le fameux code rouge que Google a déployé avec ChatGPT sur Bing, ils l'ont déjà plus ou moins déployé avec Apple, mais dans ce coup-là, ça s'est réglé à coups de milliards. Bon allez, on va laisser cette page sur les affaires pour revenir à du plus concret pour nous, en commençant d'abord par Chrome OS qui passe en version 110, mais je vais passer très vite car il n'y a rien de très intéressant, à savoir une amélioration des suggestions lorsque vous faites des recherches. Dans Chrome, il y a aussi le fait que quand vous sélectionnez du texte, on peut facilement déclencher la lecture audio, ou encore il y a des outils de debug pour l'impression qui sont dispo. Bref, rien de passionnant comme je vous l'ai dit. Toujours en restant sur Chrome, vous avez peut-être entendu parler du Certificate Transparency qui a causé quelques problèmes la semaine dernière. Alors si toutefois vous connaissez pas de problème, je vais vous le résumer très simplement. Et quand vous avez des sites en HTTPS, il y a un certificat qui est attaché, et vous pouvez ainsi vérifier s'il est valide ou non. Et l'idée du Certificate Transparency, c'est d'avoir une énorme base de données de ces certificats qui est alimentée en grande partie par les organismes qui génèrent ces certificats.
sachant que cette base de données ne fonctionne qu'en rajoutant des informations, on ne peut ni les modifier ni les supprimer. Cette base de données, elle est utilisée par Chromium ou encore Safari aujourd'hui pour valider que les certificats y sont bien bons, mais d'une manière générale, elle est ouverte à tous pour vérifier qu'il n'y a pas des certificats contrefaits. Sauf qu'un gros couac s'est produit la semaine dernière car les fichiers de log ont un tout nouveau format qui est en V3. Sauf que beaucoup d'acteurs ne s'y étaient pas préparés, et voyez donc quel est le problème, des SDK qui essayaient de lire le format en V2 ne marchaient tout à coup plus. A priori, il y a plusieurs SDK sur Android qui étaient touchés par cette modif, ce qui a fait que des millions de requêtes ne pouvaient plus fonctionner tout à coup, car en toute logique, les certificats n'étaient plus reconnus. Pour éviter que la situation ne se corse davantage, Google a finalement fait un rollback sur la V2, sachant qu'aucune nouvelle date pour la bascule définitive en V3 n'a encore été communiquée. Et voilà pour cette première partie avec des sujets assez variés, et la deuxième sera un peu plus classique avec des nouveautés sur Android et sur Apple. Mais bien sûr, place aux actus en bref avant. Vous en avez l'habitude désormais, on évoque la situation de l'emploi comme premier sujet, mais non pas de licenciement aujourd'hui, mais plutôt de deux bonnes nouvelles. Tout d'abord, Sega va augmenter le salaire de ses employés d'environ 30% pour faire suite aux bons résultats, mais aussi pour éviter la fuite des cerveaux. Toujours dans la même veine, vous trouverez sur ce GitHub une liste des sociétés qui embauchent, comme quoi nous ne sommes pas dans une spirale infernale. Si on poursuit avec les boutiques d'applications et jeux, Steam s'est félicité pour ses chiffres de 2022, avec notamment les soldes en automne qui ont conquis 1,4 million de comptes pour la première fois. Du côté du Microsoft Store, ce sont des changements d'ordre visuel qui sont disponibles pour les insiders, avec notamment des résultats de recherche plus clairs ou encore une meilleure mise en avant des applications. Mais à être chez Microsoft, une très mauvaise nouvelle car les tarifs de l'API pour utiliser le moteur de recherche Bing vont bondir avec par exemple les recherches visuelles qui vont passer de 3$ pour 1000 transactions à 15$. Ces changements devraient avant tout concerner les moteurs de recherche comme DuckDuckGo. Et refermons ces actus par Samsung qui imagine le futur des montres connectées avec une projection de l'interface sur votre main avec des informations complémentaires. Pour l'heure, ce n'est qu'un brevet, mais qui sait, ce sera peut-être l'avenir. On reprend avec Android où Google vient d'annoncer l'arrivée d'un nouvel identifiant pour les joueurs qui passent par les Play Games Services, et l'idée c'est que ce nouvel ID mettra en avant la vie privée tout en étant unique pour un même jeu, quelle que soit la plateforme utilisée et quel que soit le device utilisé. En revanche, cet ID il pourra tout à fait être différent d'un jeu à l'autre. Google annonce que ce nouvel ID ne sera mis en place que pour les nouveaux joueurs, sachant que les deadlines pour le moment sont relativement larges, avec une mise en prod prévue en février 2024. En revanche, Google laisse un mois pour potentiellement éviter les régressions, car ensuite, en mars 2024, ce sera nouvel ID pour tout le monde. Dans le plus concret côté développement, Google a publié un article sur le desugaring ou désensibilisation en anglais, mais si ça vous dit rien, c'est la possibilité d'avoir accès à des nouvelles API sur d'anciennes versions du système, par exemple les API sur les streams de Java qui n'étaient pas forcément disponibles, et elles le sont devenues. L'article ici nous indique que désormais toutes les API de Java 11 sont accessibles, y compris le package java.nio, c'est-à-dire accéder aux entrées-sorties de manière non bloquante. Il y a aussi les nouvelles API JavaTime ou encore des nouvelles sur les streams. Pour pouvoir les utiliser, il suffit d'inclure l'une de ces dépendances qui offre plus ou moins de rétrocompatibilité, et d'une manière générale, on peut que applaudir le travail de Google pour maintenir les anciennes versions, et c'est plutôt donc une bonne nouvelle. Pour terminer, on va s'intéresser à iOS 16.4 qui est désormais disponible en version bêta, et j'ai préféré attendre un tout petit peu histoire de vous présenter toutes les nouveautés, car contrairement à Chrome OS tout à l'heure, là il y a un changelog qui est quand même assez conséquent. Et je vais commencer crescendo par l'ajout de nouveaux emojis avec des nouveaux cœurs, des nouveaux animaux, et bon en fait d'une manière générale ce sont les nouveautés qui font partie du standard Unicode 15. Côté utilisateur toujours, l'application Messages peut prévisualiser les liens Mastodon, et dans les options d'accessibilité, il est maintenant possible d'atténuer les vidéos qui ont contenu avec des flashs dans tous les sens. Mais plus concrètement pour nous, l'accès à ces bêtas va légèrement changer, car pour rappel, il y a les bêtas pour les développeurs et les bêtas publics. Auparavant, ce mécanisme fonctionnait avec des profils, mais tout le processus va être largement simplifié grâce à une connexion avec l'identifiant développeur Apple. Depuis l'interface de l'iPhone, vous pourrez désormais choisir d'être en stable ou sur l'une de ces bêtas. Le changement ici, c'est qu'auparavant, certaines personnes sans compte développeur, mais avec le profil d'installé, pouvaient avoir accès au bêta développeur, ce qui désormais ne sera plus le cas. Mais bon, j'imagine que ça vous fait pas énormément saliver, car oui, enfin, le Web Push arrive sur iOS alors qu'il avait été annoncé en juin dernier. Concrètement, les applications web pourront maintenant utiliser les API de push et des notifications pour informer les utilisateurs, ce qui permettra aussi au PWA d'être beaucoup plus intéressante sur iOS.
Autre bonne nouvelle, la Beijing API est disponible et permettra aussi aux applis web de changer le nombre affiché sur les badges. Toujours sur le web, un ID est désormais accessible pour identifier les applications, car pour rappel, une PWA peut être installée à plusieurs reprises, d'autant que l'utilisateur peut aussi changer le nom de l'application, et l'idée en fait c'est que cet ID il permet justement de différencier les différentes instances. On continue avec une autre bonne nouvelle puisque les navigateurs tiers pourront ajouter des raccourcis sur le bureau, chose que seul Safari pouvait faire jusqu'à présent. Et enfin, je rentre pas dans les détails, mais il y a des API pour empêcher l'écran de passer en veille avec le Wake Lock, mais aussi pour connaître l'orientation de l'écran, ou encore pour savoir si c'est bien l'utilisateur qui est derrière une action. L'exemple donné, c'est celui de l'ouverture de l'écran de partage, qui est désormais conditionné au fait que ce soit lié à une interaction de l'utilisateur. Bref, cet iOS 16.4 fait un pas de géant sur la partie web. Entre les améliorations sur Safari et ça, on sent clairement qu'Apple va rattraper son retard. Et voilà tout pour cet épisode de lundi de Dev Café, j'espère qu'on a rattrapé notre retard, mais normalement c'est bien le cas. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, après quelques temps où Apple s'était fait relativement discret, eh bien on repart de plus belle. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également le concours qui est dans les commentaires. Et de mon côté, je vous souhaite une belle journée à toutes et tous, et rendez-vous demain.